Ce matin, comme vous le savez, nous poursuivons l'examen des missions d'information qui s'inscrivent, on va dire, dans la perspective de la prochaine loi de programmation militaire. Comme vous le savez, les missions d'information concernant les fonds marins et de la préparation opérationnelle nous ont été présentées la semaine dernière. Ce seront des thématiques clés de la LPM, d'ailleurs, comme la défense solaire et les stocks de munitions qui feront l'objet d'une présentation ce jour. Cependant, pour bien préparer la LPM, on a besoin également d'une vision globale et notamment de tirer les leçons de l'exécution de l'actuelle loi de programmation militaire. Pour certains qui sont ici, qui s'en souviennent qu'on avait voté en 2018 et qui couvre, puisque c'est la loi de programmation actuelle, la période 2019-2025. Quel jugement porter sur cette LPM, sur son exécution, et quel enseignement en tirer pour la prochaine LPM? Ces deux questions ont guidé les travaux de nos deux rapporteurs, nos deux collègues, Yannick Schoenvar et Laurent Jacobelli, de la mission d'information sur le bilan de la LPM 2019-2025. Mission longue, aux côtés des 4 missions flash dont je vous ai parlé précédemment. Mission longue au regard de la diversité des enjeux. Je rappelle que cette mission d'information inclut également comme membres Jean-Michel Jacques, Fabien Lenné, Jean-Charles Larsonneur, Pierre Morel-Alhuissier et Isabelle Santiago. Alors, nous avons 4 heures ce matin, 9 heures à 13 heures. Et concernant l'organisation de notre temps, je vous propose de consacrer 1h40 à l'examen du bilan de la LPM et 1h10 pour chacun des 2 missions flash qui suivront. Et je m'astreins moi-même à faire court. Sans plus tarder, messieurs les rapporteurs, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Président, je vous remercie pour vos propos introductifs. Je remercie également la Commission de nous avoir confié la conduite de cette mission sur le bilan de la LPM qui a été passionnante. Laurent Jacobelli et moi-même sommes ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui les conclusions de nos travaux. Je souhaite d'ailleurs associer à mes remerciements, et sans doute Laurent Jacobelli avec moi, les administrateurs, M. Nicodot et M. Imoura. Puis je voudrais également, de manière très personnelle, remercier mon équipe qui est présente, l'ensemble de mes collaborateurs. Nous avons tous travaillé en vaillant équipage. Prévoir pour pourvoir afin de pouvoir. Cette phrase du maréchal Foch n'a pas pris une ride. La loi de programmation militaire est une loi singulière. Elle constitue tout d'abord l'incarnation du pacte entre la nation et son armée. Elle est également un outil de planification financière indispensable pour nos armées, dont les programmes d'équipement s'inscrivent dans le temps long. Cette notion de temps long, si difficile à promouvoir, à une époque où le court-termisme prend souvent l'ascendant sur la préparation de l'avenir, est en matière de programmation militaire fondamentale. Il est de notre responsabilité de voir loin, bien au-delà de nos petites personnes. Nous servons quelque chose de bien plus grand, la nation. Une loi de programmation militaire est avant tout la traduction d'une ambition stratégique. Elle symbolise plus que toute autre loi la place que notre pays souhaite tenir au sein du concert des nations, des grandes nations. Malheureusement, les précédentes LPM ont surtout traduit une perte d'ambition. Revenons à cet égard sur le contexte dont a hérité la LPM 2019-2025. Premièrement, un budget de la défense sacrifié sur l'autel des dividendes de la paix. Aucune des précédentes LPM, mes chers collègues, je dis bien aucune, n'a été respectée dans sa trajectoire financière depuis le début des années 80. Autrement dit, nos armées ont servi inlassablement de variable d'ajustement budgétaire pendant 40 ans. Deuxièmement, c'est la conséquence de ce qui précède. La LPM 19-25 a hérité d'armées durablement affaiblies par ces décennies de sous-investissement. Quelques chiffres pour illustrer l'ampleur des dégâts causés par ces fameux dividendes de la paix. Réduction des effectifs. De 2008 à 2019, le ministère des Armées a perdu plus de 63 000 emplois, soit plus de 20% de ses effectifs. Cette déflation ayant cependant pris fin en 2015, avec le renforcement de la force opérationnelle terrestre dans le cadre de l'opération Sentinelle. Réduction de nos capacités. Le parc d'aéronefs de l'armée de l'air a diminué de 139%, 139% depuis 1990. Le nombre de chars est passé de 1349 en 1991 à 222 en 2021.
le nombre de bâtiments de combat est passé, pour la marine, hein, est passé de 135 en 1990 à 85 en 2021. Réduction de nos contrats opérationnels en 1997. Il est prévu l'engagement de 50 000 militaires dans une opération de coercition majeure. Depuis 2014, il n'est plus prévu que le déploiement de 15 000 soldats dans le cadre d'un tel engagement. Troisième élément, ce contexte dont a hérité la LPM, c'est l'accroissement des menaces, telles que mises en lumière par la revue stratégique en 2017, menaces du terrorisme islamique, bien sûr, encore prépondérante à l'époque, mais de toute façon toujours d'actualité. Retour des logiques de puissance, les empires qui sont de retour, avec un réarmement croissant des compétiteurs stratégiques et des puissances régionales, nous y sommes. Au final, nos armées en 2017 devaient faire face à des tendances contradictoires, une déflation des effectifs et les moyens, et parallèlement un engagement constant, voire croissant, en opérations extérieures, comme d'ailleurs sur le territoire national. Évidemment, poursuivre dans une telle voie n'était plus tenable. Le choix de la LPM fut de marquer une rupture franche, nette, avec cette dynamique déflationniste dans le prolongement des efforts initiés dès 2018. Le rappel de ce contexte permet de comprendre l'objectif principal de la LPM 19-25. C'est une loi de réparation. Il s'agit en fait de réparer nos armées abîmées par des décennies de sous-investissement. Le rappel de ce contexte permet également de mesurer l'ampleur de l'effort de redressement qui est à mener, et mener dans la durée, car il faut de la durée en matière militaire, en matière d'équipement. C'est à ce titre que la LPM 2019-2025 est structurée autour de l'ambition 2030 que vous connaissez par cœur, mes chers collègues. Ambition 2030, c'est la construction d'un modèle d'armée complet et équilibré pour agir sur l'ensemble du spectre à l'horizon 2030. Cette ambition prend deux formes. Premièrement, la fixation de contrats opérationnels à respecter avec la définition des formats et capacités employés en fonction des missions. Deuxièmement, la fixation d'une cible d'équipement à atteindre en 2030 avec un jalon en 2025. La LPM fixait ainsi une trajectoire de remontée en puissance en deux temps, une phase de réparation, nous y sommes, jusqu'en 2023, suivie d'une phase de modernisation jusqu'en 2030. Autrement dit, et vraiment je me permets d'insister sur ce point, évaluer l'exécution de la LPM de 2019 à aujourd'hui, c'est en vérité dresser le bilan du début de cette phase de redressement qui doit s'achever à l'horizon 2030. Cette ambition opérationnelle est portée par un effort financier majeur, près de 300 milliards d'euros, 295 très précisément, de 2019 à 2025, avec l'objectif de porter l'effort de défense à hauteur de 2% du PIB en 2025. Cela correspond à une augmentation de ressources de 23%. Cet effort financier était doublé d'une sincérisation des ressources à travers deux mécanismes, l'absence de prévision de recettes exceptionnelles d'une part et d'autre part, l'augmentation conséquente de la provision OPEX pour la rapprocher de son coût réel. Chers collègues. Merci beaucoup. Bien sûr, je voudrais m'associer moi aussi aux remerciements qui ont été effectués. Samy Moura et Aurélien Nicodot, qui sont nos administrateurs, qui ont fait, je dois le dire, un travail d'une précision, d'une exactitude et d'une minutie exemplaire. Tous les membres de la commission et tous les civils et les militaires qui ont bien voulu nous accorder leur temps pour répondre à nos questions, parfois un peu poussé, mais en général, cela s'est fait sans langue de bois et avec beaucoup de franchise, parce que je crois que tout le monde avait intérêt à ce que le bilan soit le plus précis possible pour que nous préparions l'avenir et la prochaine LPM avec des éléments concrets et des jalons qui puissent nous aider. Tu as très bien décrit les objectifs de cette LPM, cette loi de réparation, hein, comme on l'a appelé. Je pense qu'il faut maintenant aller dans l'analyse de l'exécution de cette LPM, et c'est ce que je vais faire maintenant avec vous. Et je vais commencer d'ailleurs par les bonnes nouvelles.
Vous verrez qu'on a essayé avec franchise de montrer ce qui avait fonctionné, un peu moins fonctionné, et nous allons en faire le tour tous ensemble. Le premier constat, et je pense que vous le savez déjà, c'est que l'aspect programmation financière a été respecté à l'euro près. C'est vrai, tu l'as évoqué, c'est une première depuis 40 ans, il faut le reconnaître. Les marches de 1,7 milliard d'euros, puis de 3 milliards d'euros en 2023 ont été franchies. C'est vrai qu'on pouvait en douter, même dans les états-majors d'ailleurs, et parfois les politiques aussi, mais il faut le reconnaître, les chiffres ont été respectés. Cette conformité est double. Les lois de finances initiales ont ouvert chaque année des crédits conformes à la LPM, et les crédits ouverts ont eux-mêmes été consommés totalement à exécution. Grâce à cette exécution de la programmation financière, le budget de la mission défense a ainsi augmenté de 28% en 2018, soit près de 10 milliards d'euros par an. C'est vrai qu'on venait de loin, mais c'était une étape nécessaire, voire vitale pour nos forces armées. Alors la question est comment cet effort financier majeur a été alloué. Eh bien, conformément aux prévisions de la LPM, ce sont les équipements de nos armées qui ont bénéficié prioritairement de ces augmentations budgétaires. Les crédits dédiés aux plus grands programmes d'équipement, ce qu'on appelle les PEM, programmes à effet majeur, ont ainsi augmenté de plus de 49% entre 2018 et 2023. Il est vrai qu'il a fallu reconstituer un stock, on va dire, qui avait été très malmené. Cet effort en faveur des équipements doit d'autant plus être remarqué et souligné que ces derniers ont traditionnellement été les premiers touchés par les ajustements budgétaires passés, ce qui a donné lieu à des étalements de programmes particulièrement coûteux pour nos armées, mais aussi pour nos finances publiques, et je pense notamment au programme d'EFREM. Les autres segments qui ont bénéficié prioritairement de l'augmentation des crédits sont, et je vais vous les énumérer dans l'ordre, la dissuasion, le maintien en conditions opérationnelles, puis les infrastructures. Ce respect de la trajectoire financière globale fixée par la LPM ne signifie pas, bien évidemment, que tout s'est passé comme prévu. C'est l'ordre naturel des choses. Tous ceux qui ont déjà fait des budgets dans leur vie le savent. Ça évolue, ça vit. C'est une matière malléable. Si la LPM a pour vocation de sécuriser les ressources, évidemment, elle n'a pas pour but de graver les dépenses dans le marbre. Comme l'a mentionné une des personnalités auditionnées, la programmation militaire est un organisme vivant en ce qu'elle doit s'adapter à l'évolution du contexte stratégique, économique et à la vie des programmes qu'elle finance. En l'espèce, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros chaque année qui ont fait l'objet d'ajustements, c'est-à-dire qui ont été redéployés en cours d'exécution. 1 milliard d'euros par an, c'est beaucoup, évidemment, en valeur absolue, et au regard du budget total de la mission défense, ça reste à la marge. Ces ajustements ont été dictés tout d'abord par des inflexions capacitaires décidées pour tenir compte de l'évolution des défis auxquels font face nos armées, une forme d'adaptabilité nécessaire. À titre d'exemple, l'ajustement annuel de 2019 s'est traduit par une hausse des moyens consacrés à l'espace, dans le prolongement de la stratégie spatiale de défense, publiée la même année, avec la création d'un programme de maîtrise de l'espace. Autre exemple, à la suite de l'actualisation de la revue stratégique de 2021, qui a insisté sur le retour de la compétition entre puissances et la généralisation des stratégies hybrides, l'actualisation de la LPM a abouti à un effort d'1 milliard d'euros, une fois encore, au bénéfice des priorités suivantes. Le renseignement et le cyber, à hauteur d'un tiers de cette somme, les domaines santé, NRBC et lutte anti-drone pour 210 millions d'euros, et les moyens dédiés à la préparation opérationnelle pour 450 millions d'euros. Outre l'adaptation au contexte stratégique, la programmation a dû également s'adapter à l'évolution du contexte économique. La période de 2019 à 2021 a connu une évolution plus faible que prévu du coût des facteurs, ce qui a engendré un gain d'environ 400 millions d'euros de pouvoir d'achat du ministère des Armées, qui ont permis de financer certains ajustements. A contrario, et ce ne sera pas une surprise pour vous parce que ce phénomène touche tous les secteurs de l'activité de notre pays, le retournement de la conjoncture à compter de 2022, avec le retour terrible de l'inflation, a créé des besoins de financement estimés à 1 milliard d'euros par le ministère pour l'année 2023,
qui devrait notamment être absorbé par une dégradation du report des charges. Enfin, la programmation a également dû faire face à certains surcoûts résultant d'aléas, mais là aussi, c'est la loi du genre. Les principales sources de surcoûts que nous avons identifiées avec mon collègue co-rapporteur sont les suivantes. Tout d'abord, les opérations OPEX MICINT. L'augmentation de la provision à 1,1 milliard d'euros n'a en effet pas été suffisante pour couvrir l'ensemble des coûts. Le ministère a ainsi financé seul, et j'insiste bien, nous en reparlerons, 846 millions d'euros de surcoûts nets de 2019 à 2021, à travers notamment sa réserve de précaution. Deuxièmement, là encore, vous le savez, c'est la guerre en Ukraine. Alors juridiquement, ce n'est pas une OPEX, mais le coût du déploiement de nos armées sur le flanc est de l'Europe est estimé à 666 millions d'euros en 2022 pour le seul programme 178. Il convient de souligner que ce montant n'intègre pas le coût du recomplètement des matériels cédés à l'Ukraine. Là aussi, c'est un point que nous évoquons. Troisièmement, les conséquences de la cession de 24 Rafales d'occasion à la Grèce et à la Croatie. Le produit de cette cession, c'est-à-dire le prix de vente, ce qui nous a rapporté, c'est d'environ 656 millions d'euros. Mais lors des auditions devant notre commission, le major général de l'armée de l'air et de l'espace avait estimé que la commande de 12 Rafales représentait plus d'1 milliard d'euros. Par conséquent, le coût du recomplètement de 24 Rafales représenterait plus de 2 milliards d'euros. Cela fait donc un surcoût, prix d'achat moins prix de vente, d'1,3 milliard d'euros au minimum. Nous avons estimé cela plutôt à 1,7 milliard suite à nos entretiens. Quatrième source de surcoût, c'est la crise liée à la Covid, qui a généré plus d'1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires non prévues et pour cause en 2020. Cependant, celles-ci, il faut le souligner, ont été entièrement financées par des moindres dépenses, dues notamment au décalage de certaines livraisons. Enfin, au titre des autres sources de surcoûts non prévues lors du vote de la LPM, il peut être cité la revalorisation indiciaire pour un montant de 357 millions d'euros par an. Au final, ces surcoûts ont été gérés de manière relativement souple, je dirais même habile, à crédit constant, de 2019 à 2021, grâce à une évolution positive du coût des facteurs, à une maîtrise de la masse salariale et au réajustement calendaire de certains programmes. En revanche, en 2022, le retournement du contexte économique avec cette inflation que nous avons évoquée et l'évolution stratégique, et là je pense à nouveau à l'Ukraine, ont nécessité un besoin de financement d'ampleur qui ne pouvait être pris en charge par de simples redéploiements internes sans mettre en péril cette ambition 2030 que tu nous as décrite. C'est la raison pour laquelle la loi de finances rectificative de décembre 2022 a ouvert 1,2 milliard d'euros de crédit au bénéfice de la mission défense. Cette exécution de la programmation financière appelle en outre un point de vigilance sur l'évolution des restes à payer, c'est-à-dire des dépenses engagées mais non encore payées en raison de l'étalement dans le temps des programmes d'armement. Si j'insiste, c'est que ces restes à payer ont en effet fortement augmenté en passant de 54 à 83 milliards d'euros de 2019 à 2022. Il s'agit bien sûr de la conséquence logique de l'ambition capacitaire de la LPM, mais cette évolution introduit une forme de rigidification du budget, si on peut l'appeler comme ça, de nos armées. Les nouvelles marches ont de plus en plus vocation à financer les engagements passés plutôt qu'à initier de nouveaux engagements. Dans ces conditions, quelles leçons, mes chers collègues, tirer de l'exécution de la programmation financière pour la prochaine LPM? Parce que c'est évidemment ce aussi pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Tout d'abord, au vu de l'évolution du contexte économique, il nous faudra être très attentifs à la sécurisation des ressources de la prochaine LPM. Le ministre des Armées, je crois à cette tribune d'ailleurs, a évalué cet impact de l'inflation à 30 milliards d'euros sur la période 2024-2030. Quid si l'inflation est supérieure à cette estimation? Il serait, selon nous, intéressant de réfléchir à un mécanisme qui permettrait d'ajuster les crédits en fonction de la variation de l'inflation réelle par rapport à l'inflation anticipée, afin d'éviter d'avoir à se reposer, comme ce fut le cas en 2022, la question de finances incertaines, tant dans le principe que dans les montants.
Au titre de la sécurisation des ressources, il conviendra également d'être attentif à la nature des 13 milliards d'euros de ressources exceptionnelles annoncées dans la prochaine LPM. À nouveau, que se passerait-il si ces recettes ne se réalisent pas comme prévu, comme cela a du reste été le cas lors des précédentes LPM? Un mécanisme d'ajustement automatique avec un abondement crédit serait là encore le bienvenu. Deuxième proposition de notre part, il conviendra que la prochaine LPM dispose expressément que l'actualisation prenne la forme d'un vote du Parlement pour éviter que soit réédité le précédent fâcheux de 2021. Au surplus, au vu de l'ampleur des ajustements annuels, on a évoqué tout à l'heure une moyenne d'1 milliard par an, il semble que le Parlement pourrait être ou devrait être davantage associé aux travaux aboutissant à de tels ajustements sous un format à déterminer. Enfin, troisième et dernière proposition de notre part sur l'exécution de la programmation financière, la prochaine LPM devra assurer un financement interministériel systématique des surcoûts OPEX-MICINT. Il n'est pas normal, selon nous, que le ministère de la Défense finance seul les conséquences de choix qui engagent la nation tout entière. Par ailleurs, cette provision pourrait utilement être élargie à d'autres opérations qui ne sont pas juridiquement des OPEX, tels par exemple que les engagements que nous connaissons aujourd'hui sur le flanc Est. On remarque donc que si l'exécution budgétaire de cette LPM a pu être exécutée à l'euro près, ce fut parfois au prix de voltiges budgétaires qui sont tout à fait explicables. Ce que nous proposons, nous, c'est de garantir un cadre beaucoup plus sûr, beaucoup plus tranquille, pour que nos armées puissent investir, déployer ces investissements en toute sécurité financière. Pour ce qui concerne l'exécution du programme d'équipement qui est prévu par la LPM, cette dernière porte d'abord une forte ambition de renouvellement de notre force de dissuasion. Les crédits progressent de 44% entre 2018 et 2023. La nature de ce renouvellement a d'ailleurs été très largement analysée lors du cycle d'audition, Monsieur le Président, qui était consacré à la dissuasion. Son programme prévisionnel est donc respecté. La dissuasion sera nécessairement une composante importante de la future LPM. Avec les travaux sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération et le futur missile de la composante aéroportée, horizon 2035, l'ASN 4G. S'agissant des programmes conventionnels, la modernisation, elle aussi, est en route. Pour l'armée de terre, elle est concentrée sur le segment médian. Le programme Scorpion apporte une véritable plus-value opérationnelle, des véhicules mieux protégés, plus mobiles, plus agressifs, progressivement interconnectés au sein de la fameuse bulle Scorpion. Objectif, disposer d'une brigade interarmée Scorpion 2023. Cet objectif sera vraisemblablement tenu avec la montée en puissance à venir des véhicules Jaguar et Serval. Nous l'avons constaté à Carpiane, au sein du premier REC, ces véhicules représentent un saut qualitatif considérable par rapport à la génération actuelle. Quand je dis génération actuelle, en fait, on peut parler d'une génération qui a une bonne quarantaine d'années. Pour l'armée de l'air et de l'espace, les livraisons des avions ravitailleurs A330 MRTT et de l'avion de transport A400M constituent un véritable saut opérationnel. Les capacités de projection de nos aviateurs sont démultipliées, comme l'illustrent les récentes missions en Indo-Pacifique. Mission exceptionnelle que quelques rares puissances sont en capacité de faire, et c'était vraiment exceptionnel. Pour ce qui concerne la marine, l'action combinée des sous-marins nucléaires d'attaque, programme Barracuda, des FREMM et des avions de patrouille maritime, les Atlantique II, vous savez qu'il y en a qui sont en rénovation au standard 6, donne toute satisfaction dans le cadre des opérations de lutte anti-sous-marine. On peut d'ailleurs souligner la récente distinction de nos chasseurs, de ceux qui font de la lutte ASM dans la marine, puisqu'en fait, ils ont reçu un prix exceptionnel. C'est un prix qui classe en fait de façon opérationnelle les marines dans la lutte ASM. On est la première puissance dans ce domaine-là, classement américain. Première puissance dans ce domaine-là, c'est important de le souligner. Outre ces programmes emblématiques, la LPM a également réalisé un très gros effort au profit des petits équipements, les équipements du quotidien.
La liste des matériels en cours de renouvellement est très variée. Gilets pare-balles, fusils d'assaut, fusils de précision, pistolets, jumelles de vision nocturne, treillis de combat. Lors de nos déplacements, nous avons pu constater à quel point ce renouvellement est apprécié dans les forces. S'agissant du respect du programme d'équipement, les différents ajustements annuels ont eu un impact sensible sur le calendrier prévisionnel. De même que certains aléas, c'est tout à fait naturel, tels que des retards industriels, ou encore les prélèvements effectués, ça a été évoqué dans le cadre des exportations ou au bénéfice des forces ukrainiennes. Au total, sur les 52 équipements mentionnés dans le rapport annexé, 25 n'atteindront pas la cible du parc prévisionnel, prévue au titre du jalon 25. La plupart de ces retards ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la cible 2030. À titre d'exemple du non-respect du jalon 25 prévu par la LPM, on peut citer le drone tactique pétroleur ou le programme de véhicules des forces spéciales, victimes de problèmes industriels. Le programme Scorpion, dont la cible a été ramenée de 50 à 45% en 2025 dans le cadre de l'actualisation 2021 pour financer notamment l'accélération de la rénovation du char Leclerc et le lancement du VBAE ou encore les avions Rafale du fait de l'exportation grecque ou croate. Inversement, d'autres programmes ont été accélérés par rapport aux prévisions. Les études pour le porte-avions de nouvelle génération, pour un effort financier de 800 millions d'euros, par exemple. Enfin, des programmes non prévus initialement par la LPM ont été créés pour tenir compte de l'évolution du contexte stratégique. Maîtrise des fonds marins, ma chère collègue. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, lutte anti-drone, frappe longue portée ou encore le programme SINAB contre les menaces NRBC. Au final, quelles leçons tirer de cette exécution de la LPM ? Gardons à l'esprit que nous n'en sommes qu'au début du processus de modernisation des équipements au regard de la trajectoire qui est fixée dans l'ambition 2030. Le programme Scorpion sera à 23% d'exécution en 2023. Le passage au tout Rafale au sein de l'armée de l'air est encore loin d'être achevé, tandis que certains grands programmes de la marine ont commencé à être admis au service actif ou le seront bientôt. SNA, patrouilleurs outre-mer, frégates de défense et d'intervention, bâtiments de ravitaillement des forces, par exemple. Il faut donc garder le cap et surtout ne pas réduire les volumes. Il faudra également, dans la prochaine LPM, veiller à ce que ces nouvelles capacités soient bien accompagnées des outils, des infrastructures requises. À titre d'exemple, le premier REC a bien reçu les premiers Jaguars, mais pas encore les simulateurs. Les infrastructures de maintenance sont également attendues. Au-delà de cette continuité nécessaire, il faut bien sûr adapter certaines capacités à l'évolution du contexte stratégique, notamment au retour de la guerre à haute intensité en Europe. Je ne reviendrai pas sur les munitions, la défense solaire, qui vont faire l'objet d'une présentation tout à l'heure, mais qui constituent de l'aveu général des segments absolument clés. Les formats actuels des flottes de Rafale, des frégates de premier rang, constituent des points d'attention majeurs pour l'armée de l'air et de l'espace et pour la marine. Le rehaussement de ces formats implique évidemment des investissements très lourds. Des programmes européens avec de grosses séries, par exemple celui des corvettes européennes, sont des solutions intéressantes pour la surveillance de nos zones économiques exclusives. Enfin, certains trous capacitaires doivent être impérativement comblés. Sans être exhaustif, on peut citer la capacité de frappe dans la profondeur, capacité de destruction, de défense aérienne ennemie, les munitions téléopérées. La prochaine LPM devra également faire de l'adaptation de la BITD à l'économie de guerre un axe majeur de sa programmation. Allègement des normes, simplification des programmes d'armement constituent des pistes à privilégier pour être en capacité de produire plus vite en cas de besoin. Au regard des retards pris par certains programmes de coopération européens, la prochaine LPM pourrait utilement instaurer des jalons décisionnels à intervalles réguliers afin de décider s'il convient ou non
de poursuivre ces coopérations. Cela paraît d'autant plus important que les besoins sous-jacents à ces coopérations sont majeurs pour nos armées. Que cela se fasse dans un cadre européen ou national, de toute façon, il nous faudra un successeur au Leclerc et il nous faudra un successeur au Rafale. Les récentes déclarations du président de la République et celles du chancelier allemand vont dans le bon sens. Je souhaiterais également revenir très rapidement sur l'exécution de certaines priorités affichées par la LPM, le renseignement, le cyber, l'espace, l'innovation. S'agissant du renseignement, nos services DGSE, DRM, DRSD sont dans une phase de profonde transformation. Transformation humaine, bien sûr, mais aussi transformation capacitaire grâce à l'effort promu dans l'actuel LPM. C'est essentiel dans un contexte d'hybridité croissante des conflits. Le bon développement du programme Artemis, par exemple, programme d'intelligence artificielle, sera une clé pour traiter des données en croissance exponentielle. Les défis en termes de recrutement, de fidélisation ont été soulignés. Le renseignement constituera du reste une priorité pour la prochaine LPM puisqu'on y consacrera une hausse de plus de 60%. Pour le cyber, la programmation a été marquée par la création d'une posture reflet de l'importance de cette mission. L'essentiel des dépenses de cyberdéfense a été consacré à la crypto, le chiffre. L'augmentation des crédits consacrés au cyber dans le cadre de l'actualisation de la programmation en 2021 a également permis de développer la lutte informationnelle, la lutte d'influence, qui n'était pas un axe promu initialement. Les défis en matière de ressources humaines sont cependant majeurs, comme cyber n'étant qu'à 82% de sa cible d'effectifs à l'heure actuelle. S'agissant de l'espace, un effort important a été réalisé, notamment pour renouveler nos capacités satellitaires. La France est par exemple un des seuls pays au monde disposant de capacités spatiales de renseignement d'origine électromagnétique, avec la constellation CERES, dont la mise en service a été accélérée à l'occasion du conflit ukrainien. Lors de la prochaine LPM, l'effort devra se concentrer sur le développement de capacités de protection de nos satellites, mais également d'action dans l'espace. C'est l'objet du programme ARES qui a été lancé en 2019. Quant à l'innovation, quatrième et dernière priorité de la LPM, l'objectif d'1 milliard d'euros consacré aux études amont a été respecté. Cela a permis à l'Agence de l'innovation de défense, créée en 2018, de monter en puissance. Un véritable écosystème a été créé avec un foisonnement d'initiatives. Je pense notamment au FID, le Fonds d'innovation de défense, en 2021 pour aider les entreprises innovantes. La principale problématique aujourd'hui reste le passage à l'action pour les innovations, avec trop de contraintes liées aux normes, et des normes qui parfois sont totalement inadaptées. Il est également indispensable de ne pas rater le virage pour certaines technologies phares, le quantique, qui vraisemblablement va demander des efforts financiers importants, mais qui va révolutionner les approches dans un certain nombre de domaines. Mais nos armées ne valent que par celles et ceux qui les servent. Et en associant mon collègue co-rapporteur, je voudrais vraiment que nous insistions sur l'impression générale que nous ont donnée l'ensemble des militaires et des civils de la défense. La notion du service et la notion même du sacrifice ultime imprègnent nos forces armées. La mise en place de la NPRM, il faut rappeler que c'est quand même 500 millions d'euros en année pleine, dans cette LPM a été particulièrement bien accueillie. Il reste cependant à travailler sur la revalorisation significative de la part indiciaire. Je n'ai pas de doute sur le fait que ce sera le cas. Oui, en effet, je crois que mon co-rapporteur l'a souligné, c'est peut-être là
que se trouve le point de vigilance le plus important de cette LPM. Nous en avons identifié 3 principaux, en plus de tous ceux que nous avons évoqués lors de la présentation. Mais effectivement, sur le matériel et sur le financier, le rendez-vous a été honoré. Sur l'humain et ce qui entoure l'humain, c'est-à-dire là où il vit, comment il s'entraîne, on peut remarquer en revanche qu'on peut faire mieux. Et c'est l'objet de cette dernière partie, de cette conclusion. Ce sont les points d'attention majeurs, les objectifs peu réussis ou moins réussis de cette LPM qui doivent servir d'indicateurs pour la prochaine. L'activité opérationnelle, donc, la fidélisation des effectifs et évidemment les soldes qui vont avec et les infrastructures. Tout d'abord, sur la préparation opérationnelle. Nos armées, vous le savez, et nous leur rendons ici souvent hommage, et c'est un hommage mérité, sont au rendez-vous de leur mission, comme l'a illustré la réactivité dans le cadre du déploiement sur le flanc oriental à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine. Au sujet de ces missions, la prochaine LPM devra prendre acte du redéploiement de nos dispositifs en Afrique et certainement renforcer notre présence dans d'autres zones stratégiques telles que l'Indo-Pacifique. Au titre des missions intérieures, nous pensons qu'il est temps de réinterroger Sentinelle, de réévaluer Sentinelle et de voir comment, dans l'avenir, nous pourrons éventuellement réformer ce système. Mais si nos armées sont au rendez-vous de leur mission, cela se fait malheureusement trop souvent au détriment de leur préparation opérationnelle. Les objectifs d'activité prévus par la LPM à cet égard, qui correspondent aux normes OTAN, il faut être clair, il faut être franc, ne sont pas atteints. Ce sujet ayant été abordé la semaine dernière par nos collègues, je n'y reviendrai pas, mais vous avez, je crois, tous à l'esprit ce bilan. Mais cela nécessite, selon nous, d'une part, de gagner en épaisseur, notamment d'accroître nos stocks de munitions, là aussi nous en parlerons, et d'autre part, d'améliorer encore la disponibilité de nos équipements. En effet, les objectifs de cette disponibilité des équipements prévus par la LPM ne sont pas atteints, notamment pour les aéronefs, NH90, C130H, Mirage 2000D. Il faudra veiller, dans le cadre de cette prochaine LPM, à ce que la verticalisation des contrats de MCO, qui a exigé un effort financier considérable, porte enfin ses fruits. L'accroissement des stocks de pièces de rechange et la simplification des plans de maintenance constituent, dans cette perspective, des pistes que nous devrons approfondir. Deuxième point d'attention majeur de mon corapporteur et de moi-même, ce sont les ressources humaines. Et nous insistons vraiment beaucoup sur ce point. Notamment, et c'est le premier enjeu, la fidélisation. Alors que la LPM prévoyait une remontée des effectifs, 6 000 sur la période 2019-2025, et la moitié, en 2023, aurait dû être réalisée, le compte n'est pas du tout atteint. Les schémas d'emploi prévisionnels du ministère des Armées, à la fin de l'année 2022, nous montrent un retard de plus de 1920 équivalents temps plein par rapport à la cible. Vous l'avez compris, c'est un point de vigilance extrême. Or, si les objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas tendu à des problèmes de recrutement. Le ministère recrute chaque année près de 27 000 effectifs, soit près de 10% du total des effectifs. C'est considérable. Mais cela tient plutôt à un problème de fidélisation. Ce déficit de fidélisation constitue donc un point de vigilance pour tous ceux que nous avons auditionnés. Je crois qu'il y a eu une quasi-unanimité et c'était spontanément le point qui revenait en premier, ou en tout cas dans les premiers points d'attention. Les causes de ce déficit sont multiples, mais nous en avions identifié 2 qui nous semblent particulièrement importantes. D'une part, le décrochage des salaires par rapport au secteur civil. D'autre part, la moindre acceptabilité des sujétions militaires chez les jeunes générations, notamment des mobilités géographiques dans un contexte d'emploi accru des conjoints. Très concrètement, cela se traduit par le fait que de plus en plus de militaires du rang ne souhaitent pas devenir sous-officiers, par exemple, car le gain salarial est trop faible par rapport aux sujétions liées à ce nouveau statut. Or, le modèle de notre armée, et vous le savez, repose notamment sur cette promotion interne. Sur le terrain, ce déficit de fidélisation a des conséquences très concrètes. C'est une baisse du taux d'encadrement des plus jeunes,
alors même que ces besoins d'encadrement sont importants en raison de la hausse même des recrutements. Dans ce contexte, mes chers collègues, que faire ? Eh bien, tout d'abord, il nous semble impératif de faire un effort sur le volet indiciaire, comme le disait mon co-rapporteur, de la rémunération des militaires dans le cadre de la prochaine LPM. La refonte du volet indemnitaire par la NPRM était la bienvenue et a été saluée par nos militaires, mais nous sommes aujourd'hui arrivés au bout de cette logique. On ne pourra pas lutter contre ce sentiment de décrochage de nos militaires sans une revalorisation significative de la part indiciaire. Deuxièmement, la fidélisation nécessite de recruter le plus tôt possible, car plus les militaires rentrent tôt dans l'institution, plus ils sont fidèles à celle-ci. Les initiatives innovantes, telles que l'école militaire et préparatoire et technique de Bourges ou encore le BTS cyber de Saint-Cyr-l'École, doivent être amplifiées, notamment pour recruter dans les secteurs en tension. Enfin, la fidélisation passe également par l'attention portée aux conditions de vie des militaires et de leurs familles. À cet égard, le plan famille a été globalement bien accueilli par les militaires et l'annonce par le ministère des Armées d'un plan famille 2, doté de 750 millions d'euros dans le cadre de la prochaine LPM, est certainement positif. J'en viens, mes chers collègues, pour terminer cette présentation, à notre troisième point d'attention majeur, les infrastructures. Sujet qui est lié du reste à ce qu'on vient d'évoquer sur la condition militaire, parce que l'état des infrastructures joue évidemment sur le moral des troupes et donc sur la fidélisation des effectifs. Comme vous le savez, les infrastructures ont été le parent pauvre des précédentes programmations avec des décennies de sous-investissement. Cela s'est matérialisé par une forte dégradation du parc existant. Aujourd'hui, seul un quart du parc immobilier du ministère est considéré être dans un bon état ou neuf. Vous avez compris, en creux, 3/4 méritent notre attention. Ce que l'on appelle la dette grise, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses nécessaires pour uniquement remettre en l'état le parc existant, a atteint un nouveau record de 4,5 milliards d'euros. Un effort de modernisation important a certes été réalisé dans le cadre de la LPM, notamment pour l'hébergement de nos militaires du rang, avec le doublement de l'enveloppe budgétaire par rapport à la précédente LPM. L'entretien des logements domaniaux connaîtra également une nouvelle dynamique avec le contrat de concession Ambition Logement conclu pour une durée de 35 ans et pour un engagement total de 2,8 milliards d'euros. Les infrastructures opérationnelles sont également modernisées pour accueillir les nouvelles capacités issues de la LPM. Mais soyons honnêtes, nous avons constaté lors de nos déplacements que les besoins sont encore immenses. Vétusté des hébergements qui seraient considérés comme indignes dans le civil. Inadaptation des hangars de stockage et de maintenance aux nouveaux équipements. Nous avons même vu, dans une des unités que nous avons visitées, que l'on se chauffait encore au charbon. Nous avons vu des réseaux d'eau et d'électricité vieillissants qui ne permettaient plus un fonctionnement normal. Il est par conséquent impératif que la prochaine LPM amplifie les investissements pour réduire cette dette grise. Il en va des conditions de vie, des conditions d'exercice de leur mission et donc du moral de nos soldats. Au-delà de l'effort financier, il faut également revoir les processus décisionnels en donnant davantage de pouvoir au chef de corps qui seul connaît les véritables besoins de son unité. Combien de chefs de corps nous ont expliqué que pour remplacer la moindre tuyauterie ou le moindre chauffage de douche, il fallait remplir des tonnes de paperasse, que des fonctionnaires se renvoyaient les uns aux autres pour savoir qui investirait, et des mois, voire des années après, rien n'était fait. Une enveloppe discrétionnaire pourrait, par exemple, être allouée à ces chefs de corps pour être en capacité de traiter rapidement les menues réparations. Il n'est pas normal que nos militaires doivent attendre plusieurs mois la réparation d'une fenêtre cassée, nous l'avons vu, ou d'un toit qui fuit, alors que leur régiment ou leur base accueillent des équipements à la pointe de la technologie. L'écart entre le matériel qui arrive et les conditions de vie qui datent d'il y a 40 ans de certains n'est plus accepté, et je dirais même n'est plus acceptable. Le rôle du service d'infrastructure de la défense, le fameux SID, pourrait également être revu en se recentrant davantage sur les infrastructures technico-opérationnelles, c'est son cœur de métier, et en externalisant les travaux de nature davantage civile, bien sûr avec un droit de regard, bien sûr avec de la vigilance, ça paraît évident.
Enfin, et c'est un peu redondant avec ce que tu as dit, mais les normes, souvent issues du monde civil, sont parfois inadaptées au secteur militaire et elles gagneraient à être simplifiées afin de réduire les coûts et les délais des travaux. À titre d'exemple, sur la base aérienne d'Orléans-Brissy, les aviateurs ont dû attendre près de 18 mois pour utiliser un hangar pourtant livré, faute d'avoir les autorisations environnementales nécessaires. Au final, mes chers collègues, comme vous l'avez compris, le bilan est globalement positif, mais il reste de très nombreux défis à relever. Nous n'en sommes qu'au début de la trajectoire de redressement de nos armées de la prochaine LPM. Et ce sera essentiel d'être vigilant pour amplifier la dynamique. Bien sûr, il s'agit de passer d'une logique de réparation, ce que tu expliquais en introduction de cette LPM, à une logique de modernisation de nos armées. Mais la réparation n'est pas terminée. Réparation et modernisation devront être menées de concert si nous voulons réussir. La prochaine LPM, qui va nous occuper dans les semaines et les mois qui viennent, aura certainement beaucoup de défis à relever, mais la précédente LPM aura construit un socle solide sur lequel on pourra s'appuyer et nous aura montré aussi ce qui marchait et ce qui ne fonctionnait pas. 413 milliards, c'est le budget annoncé par Monsieur le Président de la République. 413 milliards, ça se gère, ça se prévoit, ça s'organise, ça se suit, ça se corrige. Et donc, il faudra que les indicateurs soient mis en place, que le Parlement soit pleinement concerté et associé aux décisions. Et il faudra que ces 413 milliards servent bien sûr à ce qui est valorisant, ce qui est plaisant à montrer dans les médias, c'est-à-dire le technologique, mais qu'il n'oublie jamais, jamais, jamais ceux qui font la force de nos armées, les femmes et les hommes qui la composent. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cet important travail. Je pense que vous avez mis la bonne hauteur et que vous avez également eu le sens du détail. Vous avez à la fois abordé les sujets de fond sur l'affectation des ressources, mais également abordé le sujet de méthode, que ce soit le périmètre du financement interministériel, la prise en compte de l'inflation, les coopérations européennes, les modes d'actualisation, etc. Et j'espère que cet important travail nous permettra d'être mieux armés pour l'étude de la prochaine LPM. Alors nous avons un peu moins d'une heure pour l'ensemble des questions et nous allons commencer par les orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord, au nom du groupe Renaissance, à souligner la qualité du travail accompli par nos deux co-rapporteurs et leur équipe, qui ont fait un travail remarquable. Vous nous rappelez à travers votre travail, le rôle du député, du parlementaire, qui est celui de voter la loi, et on peut se réjouir du travail transpartisan qui a été fait lors de la dernière loi de programmation militaire, auquel j'ai eu l'honneur avec un certain nombre de collègues de participer, et puis ce rôle aussi d'évaluation que vous venez de faire avec précision et dont on peut se réjouir tout de même parce que bien que vous nous avez rapporté un certain point d'attention qu'il va falloir absolument prendre en compte pour la nouvelle loi de programmation, eh bien nous pouvons aussi constater une évolution tout de même positive pour nos armées depuis un certain nombre d'années. Alors, la dernière loi de programmation militaire 2019-2025 répond aux enjeux sécuritaires identifiés par la revue stratégique élaborée en 2017. Et à ce moment-là, le contexte se caractérisait, entre autres, par une menace terroriste importante et particulièrement élevée, par une crise majeure au Sahel, mais aussi par une forte déstabilisation au Proche et Moyen-Orient. Ces enjeux n'ont pas disparu, comme vous avez pu nous le souligner, mais ont évolué. À ceci se sont ajoutées de nouvelles menaces, comme le retour de la guerre en Europe, la multiplication des menaces hybrides ou encore l'appétence grandissante de certains États pour les espaces communs, et je pense aux espaces matériels, comme l'espace extra-atmosphérique que vous avez évoqué, l'espace tout simplement, mais aussi l'espace sous-marin, ainsi que l'espace immatériel, le numérique entre autres, le cyber, mais aussi l'espace informationnel. Alors ces évolutions nous obligent à transformer notre outil militaire. Il nous faudra donc veiller collectivement à ce que soit bien pris en compte dans la prochaine loi de programmation militaire tous ces faits. Cette nouvelle situation géostratégique nous oblige à entrer dans une logique d'économie de guerre, et vous nous l'avez bien souligné.
En la matière, quels doivent être, selon vous, nos axes d'amélioration pour y parvenir? Par ailleurs, sur un tout autre volet, mais tout aussi important, qui sont les ressources humaines, vous nous l'avez bien souligné par une phrase qui m'a réjoui, les armées ne valent que par ceux qui les servent, et c'est vrai qu'on le voit bien dans la guerre en Ukraine, c'est toujours à la fin de la fin, c'est le soldat, qu'il soit un homme ou une femme, qui porte le fusil, qui fera la différence. Et comme vous le savez, nous devons continuer à renforcer l'attractivité, la fidélisation de nos armées. Avec la dernière loi de programmation militaire, beaucoup a déjà été fait. Je pense par exemple à la mise en place de la prime du lien de service. Toutefois, nous avons bien entendu que vous proposez de compléter la mise en place de notre nouvelle politique de rémunération du militaire, NPRM, par un effort sur le volet indiciaire. Pourriez-vous nous repréciser par quoi cette proposition est-elle motivée? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Caroline Colombier. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, au nom du groupe Rassemblement National, nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour le travail effectué autour de cette mission d'information et nous attendons avec une grande impatience de pouvoir lire votre rapport et nous vous en remercions. Les éléments que vous apportez nous donnent une base solide pour élaborer efficacement la prochaine loi, la prochaine LPM, dans un contexte géostratégique en perpétuelle évolution, pour ne pas dire en constante ébullition. Nous nous félicitons bien évidemment du respect global de la précédente LPM, qui constitue un motif d'encouragement pour nos armées après ces années de disette budgétaire. Mais l'effort est encore à poursuivre car votre rapport confirme les constats effectués par notre groupe depuis quelque temps, à savoir, entre autres, la persistance de nombreux manques pour nos armées et l'urgence d'une remontée en puissance assumée de notre outil de défense pour être à la hauteur des enjeux de demain. À ce sujet, n'oublions pas que la réparation entamée par la LPM devait s'étendre initialement jusqu'à 2025 et qu'à l'aube d'entamer la prochaine, cette réparation n'est toujours pas aboutie telle que vous venez de nous l'indiquer. Les points d'inquiétude demeurent donc nombreux. Tout d'abord, la dualité persistante entre une volonté d'indépendance et de souveraineté pour garantir notre liberté d'action dans de nombreux secteurs comme catapultes, petits calibres, drones, hélicoptères, lourds de transport et encore d'autres points, et la poursuite d'illusoires projets avec des partenaires qui ne partagent pas la même vision stratégique et industrielle. Le second point d'inquiétude est que les gouvernements précédents ont réduit nos armées à un modèle expéditionnaire adapté au temps de paix relative, mais impropre à la haute intensité que provoque le retour des logiques de puissance, dont nous avons parlé à diverses reprises ces derniers temps. Aussi, la France a adopté un format capacitaire fondé sur du matériel performant et high-tech, mais résiduel et dont le maintien en conditions opérationnelles se révèle coûteux. Ce choix a réduit considérablement le taux de disponibilité des équipements des forces, alors que le gain en épaisseur et en masse devient central. Aussi, pour conclure, nous saluons donc le respect global de la LPM, qui a indéniablement permis de stopper l'hémorragie. Toutefois, la question qui doit se poser est évidente et sa réponse guidera nos travaux à venir. Dès lors que l'on reconnaît que le contexte stratégique a radicalement changé depuis un an, les efforts effectués sont-ils suffisants? Et si demain nous étions engagés dans un conflit de haute intensité, nos armées auraient-elles les moyens de tenir dans la durée? Je vous remercie pour vos précisions. Merci. Je n'ai pas noté de demande d'intervention du groupe La France Insoumise. Et donc, pour le groupe Les Républicains, la parole est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je vous remercie pour votre travail très intéressant, transpartisan et vraiment hautement important pour notre commission. Je regrette simplement, permettez-moi de vous le dire, que vous ne l'ayez pas transmis avant la commission parce que c'est quand même une mine de renseignements et on aurait pu travailler un peu mieux, dirais-je. Voilà, je le regrette et je voulais vous le dire. Je souhaite vous interroger sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la LPM. Cette guerre a mobilisé et mobilise toujours énormément d'effectifs aux frontières et énormément de matériel en provenance de la France pour renforcer l'armée ukrainienne. Et j'aimerais savoir si, durant vos auditions, les militaires que vous avez, avec lesquels vous avez échangé se sont plaints de
de ces envois de matériel et d'hommes aux frontières? Et surtout, quel a été l'impact? Est-ce que vous avez pu le mesurer dans la LPM 1925? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Christophe Blanchet. Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le groupe démocrate vous remercie pour vos excellents travaux, très éclairants sur le bilan de cette loi de programmation militaire 2019-2025. Prouvons aussi que nos engagements du programme présidentiel en 2017 ont été tenus, ne serait-ce que du point de vue financier et matériel, tel qu'il était décrit dans le programme du président Emmanuel Macron, même si on doit faire mieux pour réparer 40 ans d'oubli et d'hémorragie, comme vous l'avez souligné. Un des buts de cette loi était de permettre à la France d'affirmer son autonomie stratégique, c'est-à-dire d'être un partenaire fiable et crédible, capable de décider et d'agir sans dépendre des capacités d'autres États. L'objectif sous-jacent était de construire les conditions d'une autonomie stratégique européenne par la coopération industrielle et opérationnelle afin de construire une culture stratégique commune. Comme vous l'avez montré, lors de ces 4 années, les armées françaises ont pu renouveler leurs équipements et acquérir de nouvelles capacités, notamment pour se défendre dans les nouveaux champs de conflictualité. Des équipements du quotidien essentiels aux soldats ont été livrés et des chantiers de rénovation et de construction de logements et d'infrastructures opérationnelles ont été lancés. Pourtant, l'objectif de régénération des armées n'a pas été totalement atteint. Le rapport de la Cour des comptes de mai 2022 souligne notamment que la très forte sollicitation opérationnelle a entraîné des conséquences sur l'entraînement des forces et la disponibilité des matériels et que les armées françaises ne sont pas prêtes, ni en termes d'équipement, ni en termes de préparation, en cas d'opération majeure de haute intensité. Concernant la coopération européenne, des projets comme celui de l'Eurodrone ou le missile franco-italien de défense solaire Aster témoignent d'une volonté de réduire les coûts de production et de favoriser une interopérabilité des armées européennes. Mais il est aussi important de rappeler que de nombreux États européens, en particulier sur le flanc est de l'Europe, comptent encore sur la protection du parapluie nucléaire américain et encore plus depuis la guerre en Ukraine. Ils achètent des blindés, des missiles, des pièces d'artillerie et surtout des avions de chasse F-35 aux États-Unis. La situation actuelle en Europe nous pousse aujourd'hui plus que jamais à vouloir accentuer l'autonomie stratégique de notre pays et de notre continent dans un contexte qui n'est plus le même qu'il y a 4 ans. La prochaine LPM que nous serons amenés à étudier semble prendre en compte la nécessité d'accentuer plus encore nos efforts sur cette question d'autonomie continentale, mais il s'agit de savoir en tirer les leçons des dernières années. La France et l'Allemagne peinent à se mettre d'accord sur le SCAF et le MGCS. Le Sénat a même adopté un amendement visant à anticiper une impasse des négociations pour le SCAF et incitant à envisager la faisabilité d'un projet de chasseurs de nouvelle génération uniquement français. La France a également décidé de ne pas participer au projet de bouclier antimissiles européen. J'aurais donc 3 questions. Quels seraient les outils de diplomatie militaire pour convaincre nos alliés européens de construire ensemble une autonomie stratégique européenne afin de ne plus dépendre des États-Unis et de ne pas faire supporter seuls les coûts des OPEX en interministériel? Sur la question de la fidélisation, vous êtes-vous penché sur le RO2 et la garde républicaine qui peut participer évidemment à la fidélisation de nos armées dans un meilleur travail? Et enfin, vous avez évoqué en vos propos introductifs que la LPM, notre armée, c'est le pacte entre la nation et son armée. Aujourd'hui, on voit très bien que le pacte entre la représentation nationale et son armée est là et est effectué. Mais pour autant, est-ce que la nation a pleinement conscience qu'elle est dans le pacte avec son armée? Merci, chers collègues. J'ai cru entendre garde républicaine, vous vouliez parler de garde nationale. Oui, il me semblait. Mais ça peut... Merci. J'ai bien compris. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. À l'occasion de la présentation de la future LPM, le Président de la République se félicitait de présenter un nouveau projet faisant suite à la parfaite exécution de la loi précédente. Votre rapport nuance utilement les choses et soulève quelques points sur lesquels nous souhaiterions avoir à notre tour quelques précisions. Cette première partie de la LPM avait la vocation de réparer nos armées et de les sortir de la logique de pénurie. Force est de constater que la réalisation de ces objectifs n'est pas complètement atteinte, malgré des avancées, et que les objectifs budgétaires combinés au contexte inflationniste pourraient grandement en ralentir la pleine réalisation. En effet, comme l'indique la Cour des comptes dans son rapport sur la LPM de 2019-2025, l'ambition d'un modèle d'armée complet et équilibré d'ici 2030 est difficile à concilier avec la réduction du déficit public à 3% du PIB en 2027. Formulée en 2017, cette ambition n'a pas fait l'objet d'une actualisation depuis. Au cours de votre rapport,
comment vos interlocuteurs ont-ils évoqué cette absence d'actualisation? Ont-ils par ailleurs mis en avant le souhait qu'un nouveau livre blanc soit réalisé? Par ailleurs, si l'on se focalise un peu sur la seule logique de pénurie, nos travaux sur la préparation opérationnelle soulignent le manque de disponibilité du matériel au sein de nos armées, et vous l'avez à votre tour souligné. Le manque de munitions est régulièrement évoqué, tout comme l'indisponibilité des matériels, et notamment des avions et aéronefs ou d'espaces d'entraînement comme les champs de tir. Si l'on rajoute à ces observations la pénurie de main-d'œuvre qui touche le secteur industriel, dans quelle mesure, selon vous, cette faille dans la disponibilité matérielle aurait pu être évitée au regard du bilan que vous faites de la précédente LPM? Au cours de vos auditions, avez-vous eu des retours sur d'éventuelles alertes lancées à propos de cette disponibilité matérielle? Enfin, la précédente LPM initiait la volonté de renforcer le lien armée-nation et favoriser notamment un solide esprit de défense, faisant suite aux attentats de 2015, et plus encore avec la crise sanitaire, la résilience a marqué la volonté du pouvoir de conditionner, de préparer la nation au conflit. Au-delà de mon avis personnel qui persiste à penser que le terme même de conditionnement est potentiellement dangereux, nous aimerions savoir dans quelle mesure, au cours de vos travaux, diriez-vous que l'objectif d'établir ou de rétablir le lien armée-nation fut rempli par nos armées durant cette première partie de la LPM. Si la Cour des comptes invite à reconsidérer la mission Sentinelle, ce point fut-il évoqué par vos interlocuteurs au cours des auditions? Merci. Merci, vous avez eu de la chance, chers collègues, le chronomètre n'était pas lancé, donc je n'ai pas de souci. Vous avez dépassé ou pas? Vu que les autres ont largement dépassé vous auriez pu les profiter 2 minutes, encore davantage. Et enfin, pour le groupe Horizon, la parole est à Anne Le Hénauf. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les co-rapporteurs, merci beaucoup pour la qualité et l'intérêt aussi de la présentation. C'était vraiment, vraiment passionnant. Merci beaucoup. Quelle équation difficile nous avons à résoudre tous ensemble sur la loi de programmation militaire à venir? Je m'intéresserai plus particulièrement à un des aspects, notamment celui de l'innovation et de la prospective technologique. Ici même, en audition, le chef d'état-major de l'armée de l'air et l'espace indiquait que la France avait pris du retard sur un certain nombre de sujets au niveau technologique qui ne seraient pas rattrapables, mais par contre qu'on avait une ambition d'être leader sur certains, au niveau européen, j'entends, sur certains sujets, notamment en lien avec l'espace. De la même manière, au niveau du ComCyber, qu'on a eu le plaisir de visiter dans le cadre du GT Espace et Cyber, à la question directe que je posais aux militaires qui étaient là, estimez-vous que l'investissement est nécessaire pour que vous puissiez bien faire votre travail au niveau du ComCyber? L'obligation de réserve des militaires ne leur a pas permis de me répondre, et c'est tout à fait normal, mais il n'empêche que je conserve cette question dans ma tête. Et aussi, la question portera sur ces investissements du futur et l'innovation, notamment l'espace et le cyber en particulier. Estimez-vous que les choix effectués lors de la LPM 2019-2025 auront permis de positionner la France sur une bonne tendance, c'est-à-dire en pole position sur ces thématiques au niveau européen, voire mondial, et notamment en capacité à répondre aux enjeux et ambitions de notre pays sur ces sujets? Je vous remercie. Merci. Alors, je vous rappelle que l'audition doit être terminée à 10h40. Il nous reste 5 questions. Je vous propose de les prendre maintenant pour que les rapporteurs aient chacun une quinzaine de minutes pour répondre à l'ensemble de ces questions. La parole est à Stéphanie Guelzi. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, je vous remercie pour la présentation de ces éléments sur le bilan de la LPM 2019-2025, ainsi que pour votre travail exhaustif dans le cadre de cette mission d'information. Nos militaires s'engagent de la plus noble des manières pour la défense de la France et des Français. Nous devons en retour leur permettre de mettre en œuvre cet engagement dans les meilleures conditions possibles. Tout le monde ici pourra en convenir. Cela passe entre autres par de bonnes conditions d'hébergement et une meilleure qualité des infrastructures dans lesquelles ils sont amenés à évoluer. Vous nous démontrez que les efforts budgétaires ont été consentis en faveur des infrastructures. Toutefois, comme vous l'avez expliqué, des décennies de sous-investissement imputables aux gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont profondément fragilisé nos infrastructures. Vous révélez la nécessité d'adapter de nombreuses infrastructures en vue d'accueillir de nouveaux équipements, mais également de besoins impérieux de procéder à de nombreux travaux de rénovation.
Je ne peux que souscrire à ce constat. Dans ma circonscription, lors d'une visite de la gendarmerie de Murviel-les-Béziers, j'ai pu constater le délabrement des bâtiments dont une partie menace carrément de s'écrouler. Véritable passoire thermique, les gendarmes et leurs familles ont été contraints de fuir vers le locatif privé afin d'éviter les conditions de vie indignes dans ces bâtiments malgré les efforts mis en œuvre par le maire de la commune. Même l'accueil de cette gendarmerie n'est pas adapté à l'accueil du public puisqu'elle ne dispose pas d'accès ERP et là encore une fois une véritable passoire thermique. Cette situation s'explique en partie par le recours à une entreprise privée pour le pilotage des opérations de construction, mais également pour leur gestion et entretien. Plus globalement, lors de vos travaux, vous avez eu l'occasion de vous déplacer sur des bases et de constater l'état des locaux. Estimez-vous que leur état est à la hauteur de l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui défendent notre nation? Le cas échéant, estimez-vous que l'externalisation de la construction et de l'entretien des infrastructures de vie basiques soit une solution envisageable pour répondre à leurs besoins? Je vous remercie. Merci. La parole est à Lionel Royer-Perrault. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour de féliciter les rapporteurs pour l'excellence de leur rapport et de nous avoir une nouvelle fois permis de réaffirmer le fait que c'est historique dans l'histoire de nos armées que cette loi de programmation militaire ait été totalement exécutée. Pour celui qui a œuvré pendant quasiment 20 ans dans ces locaux, eh bien, je peux dire qu'effectivement, c'est quasiment exceptionnel, pour ne pas dire exceptionnel tout court, que nous ayons une loi de programmation militaire qui soit totalement réalisée. Ma question portera plus précisément sur la difficulté de recrutement et de fidélisation de nos jeunes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Effectivement, cette absence de fidélisation s'est traduite par la dénonciation des contrats en cours de période probatoire, notamment, mais également par l'absence de renouvellement des contrats arrivés à terme. À titre d'exemple, notre collègue François Cormier-Bouligeon, dans son rapport pour avis du budget 2023 de l'armée de terre, indiquait que pour les militaires du rang, le taux de dénonciation des contrats des militaires du rang atteignait près de 32%, alors que le taux de renouvellement des contrats pour cette catégorie n'est que de 37,5%. Donc ce phénomène global, me semble-t-il, doit nous préoccuper car il explique quand même le non-respect des schémas d'emploi prévus dans le cadre de la LPM et que disposer des compétences idoines et en nombre suffisant est une nécessité qui va de pair avec les efforts capacitaires. Donc vous avez tracé un certain nombre de pistes de réflexion et je voudrais savoir quelle serait la hiérarchie ou la hiérarchisation des priorités, quelque part. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer dans nos travaux pour cibler les premières décisions nécessaires à prendre en ce domaine? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Frédéric Bocaletti. Monsieur le Président, merci aux rapporteurs Yannick Chenevard et Laurent Jacobelli pour leur travail. Chers collègues, alors que les livraisons de nouveaux équipements tels que les drones patrouilleurs et autres hélicoptères de combat battent leur plein, le taux de disponibilité des matériels existants demeure trop faible. Il est malheureusement de l'autorité publique que les armées sont dans l'obligation de cannibaliser, ce qui signifie désosser des matériels pour y prélever des pièces afin d'assurer le maintien en conditions opérationnelles d'autres équipements. Le conflit ukrainien, mais également le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous démontrent aussi qu'un conflit moderne entre deux puissances à capacité équivalente entraîne un taux de perte humaine et matérielle accru. Si la modernisation des équipements des armées est un sujet à ne pas négliger, celui de faire gagner en capacité nos armées l'est tout autant. Dès lors, suite à votre travail riche et fouillé, estimez-vous pertinent qu'en parallèle de la livraison de nouveaux matériels, un effort supplémentaire en termes de rénovation des matériels soit mené? Je vous remercie. Merci. Pour la parole est à Jean-Marie Fievet. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les rapporteurs, pour votre travail très fourni. Comme cela a été rappelé, le respect de la programmation financière de cette LPM constitue une nette rupture avec la LPM précédente. Il a permis une augmentation totale du budget de la mission défense de l'ordre de 28,4%, passé ainsi de 34,2 milliards d'euros en 2018 à 43,9 milliards d'euros en 2023, soit 9,7 milliards d'euros d'augmentation.
une augmentation bien supérieure à l'augmentation générale du budget de la même période. Vous avez abordé dans votre présentation l'exécution du programme d'équipement prévu par la LPM, ainsi que les grands programmes bénéficiaires de cette augmentation des crédits de la mission Défense. Je me réjouis que cette hausse des crédits permise par la LPM en cours permette de réparer et redresser nos armées et vienne ainsi traduire notre ambition stratégique de disposer d'un modèle d'armée complet et équilibré pour agir sur l'ensemble du spectre à l'horizon 2030. Cela sera rendu possible grâce à la modernisation de nos capacités. Au-delà de la traduction de cette hausse en nouvelles capacités disponibles, disposez-vous d'informations relatives à l'impact de ces investissements sur notre BITD et plus largement sur l'économie pour notre pays? Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Christian Girard. Oui, c'est mieux avec le micro. Merci. Je reprends donc. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Merci pour les précieux éléments que vous apportez au cours de cette audition. En effet, tout est bien clair. Nous sommes tous convaincus que les guerres d'aujourd'hui et de demain se gagneront grâce à la performance des équipements dont les armées se dotent. Cependant, les matériels, c'est bien, mais les hommes, c'est mieux. Les armées sont en effet confrontées à un véritable problème de ressources humaines avec des carences d'attractivité et de fidélisation des effectifs. À l'heure même où nos forces doivent gagner en masse et en épaisseur, même si beaucoup de choses ont déjà été faites, comme la nouvelle politique de rémunération et le plan famille, globalement salué par nos militaires, les problèmes demeurent. Aussi, quelle solution vous semble possible pour accroître l'attractivité et la fidélisation de nos soldats, marins et aviateurs? Je vous remercie. Merci. Enfin, la parole est à Franck Giletti. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les co-rapporteurs, tout d'abord, merci pour votre excellent travail. Un joli tandem, un beau duo. Les partisans d'une Europe de la défense sont des coopérations industrielles, une vitrine des grands programmes structurants, comme en témoignent les exemples du SCAF, le système de combat aérien du futur, et du MGS, le système principal de combat terrestre. Force est de constater que ces deux projets, comme tant d'autres, rencontrent des difficultés liées à des désaccords industriels et ou politiques, notamment avec l'Allemagne. À titre d'exemple, le programme franco-allemand, MOSE, l'avion de patrouilleur maritime, n'a pas vu le jour, car nous savons que les Allemands ont contracté avec les États-Unis pour l'achat d'avions. Dès lors, au regard du bilan mitigé, et dire cela est un euphémisme, de ces multiples coopérations européennes, il semble que des enseignements doivent être tirés de ces difficultés pour l'avenir. Certes, les intérêts français et allemands en matière de défense se recoupent par endroits, mais il convient de reconnaître qu'ils divergent grandement par ailleurs. Là où l'Allemagne privilégie une armée continentale, adaptée pour des combats en Europe, on le voit encore aujourd'hui, la France aspire à défendre ses intérêts et ceux de ses alliés à travers le monde. La capacité de projection est une spécificité majeure de nos armées, qui en Europe ne se retrouve qu'au Royaume-Uni. Bien sûr, il faut ajouter à cela notre dimension de puissance nucléaire et ce que cela implique sur le volet capacitaire. Dès lors, j'aurais une question. Vous évoquez la nécessité de prévoir de toute façon des remplaçants au Leclerc et au Rafale, qu'ils soient européens ou nationaux. Un plan B sur des programmes d'une telle ampleur nécessite que nos industriels s'y préparent bien en amont si nous ne voulons pas prendre un retard dramatique pour nos forces. À la lumière de vos travaux, estimez-vous nécessaire de missionner dès à présent nos industriels? Merci. Merci. Alors, il nous reste une trentaine de minutes, et donc je propose aux deux rapporteurs de répondre chacun en une quinzaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Il y a un certain nombre de questions. Merci d'abord pour la qualité de vos questions, mes chers collègues. Une première question qui touche en fait la notion d'économie de guerre, l'impact des normes. Et évidemment, il y avait en creux aussi une question sur la rémunération des personnels. Oui, l'impact budgétaire de la norme, il est assez terrifiant. On a même du mal à imaginer, par exemple, qu'on impose dans des bâtiments qui n'accueillent que des commandos d'avoir des salles de bain qui sont aux normes PMR. Ça a un coût, et à un moment donné, on se dit à quoi ça sert. C'est-à-dire dès l'instant où on a des personnels qui ne sont pas en situation d'être opérationnels, ils ne sont plus dans ces bâtiments. Donc c'est le premier élément. Il y en a un autre qui, j'allais dire, a un coût encore plus élevé.
c'est la norme REACH. Donc cette norme, c'est une norme européenne, notamment sur les histoires de substances, de restriction de substances chimiques. Cette norme-là, en fait, elle a eu un impact pour la marine sur ses fabrications d'asters et d'exocètes de 480 millions d'euros sur son propre budget. Eh bien, mes chers collègues, vous savez ce qu'on fait avec 480 millions d'euros? Je vais vous le dire. On fait, c'est pour ça que je vous pose la question. On achète sans César. On fait, je parle pour la marine naturellement, puisque ça a été pris sur le budget de la marine. On fait plus de 10 patrouilleurs d'outre-mer. Plus de 10 patrouilleurs d'outre-mer. C'est un peu plus de 37 millions d'euros le patrouilleur d'outre-mer. Et pour la surveillance de notre zone économique exclusive, vous savez qu'aujourd'hui, on en a 6 qui sont commandés. Il y en a un qui est en transit pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Mais donc, on en fait 10 pour la norme. On fait également, si on le souhaite, un bâtiment de ravitaillement des forces. Le bâtiment de ravitaillement des forces, c'est 425 millions d'euros. On a absolument besoin de 4 bâtiments de ravitaillement des forces pour assurer la cohésion du fonctionnement de notre marine. Donc voilà l'impact de la norme. Pour les rémunérations, mais je pense qu'on y reviendra également tous les deux, parce qu'on est vraiment, pour le coup, totalement en harmonie sur le sujet, ce que nous avons entendu, notamment à l'audition des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Oui, les militaires sont satisfaits de la NPRM. Oui, très clairement, ils le disent. 500 millions d'euros d'efforts dans la LPM en année pleine, c'est évidemment du jamais vu. Et en même temps, on peut rappeler que cette NPRM, c'est le regroupement de 174 primes pour remettre tout ça dans 8 répartis en 3 volets. Je vous laisse imaginer. Heureusement qu'on n'a pas confié ça à ceux qui s'étaient occupés du logiciel Louvois pour la solde des militaires. Hein. Donc la NPRM, ça marche. Mais ce n'est pas tout. Il y a évidemment les conditions de vie de nos militaires. On en a parlé, on pourra y revenir si vous voulez. Mais il y a aussi la notion de reprise de la grille indiciaire. C'est revenu en boucle, systématiquement. C'est très net. Parce qu'à un moment donné, nos militaires ont le sentiment de complètement décrocher par rapport au monde civil, par rapport aux entreprises, aux salariés du civil, mais également par rapport à la fonction publique. Donc ce décrochage, en fait, il est aussi à l'origine du départ. Mon collègue Jacobelli disait tout à l'heure, on a une cible de recrutement à 6 000 personnes sur l'ensemble de la loi de programmation militaire. Mais pour arriver à 6 000, quand vous avez le volume des entrées et des sorties, aujourd'hui, on sait que pour l'instant, la cible, on ne l'atteint pas. Donc il faut réussir à garder nos militaires. Il y avait également une question. Il y a eu d'abord une affirmation de notre collègue Pic relative à la Cour des comptes. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs d'entendre la Cour des comptes s'occuper d'affaires militaires parce que, comme tout le monde le sait, ils sont extrêmement efficaces sur le terrain en opération. Moi, il y a un moment donné où je m'interroge. Hein. Il faut toujours rappeler ce qu'est le budget de la défense et à quoi il sert. Donc très bien, la Cour des comptes fait son travail, mais à un moment donné, quand on veut une nation indépendante, puissante, qui pèse sur les affaires du monde, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un moment où il faut arrêter de faire des petits comptes d'apothicaire. Il faut mettre le paquet. Et pour le coup, cette loi de programmation militaire, elle a mis le paquet, et la suivante va la doubler. C'est-à-dire on sera à 413 millions d'euros. Donc attention, moi je suis évidemment, j'allais dire, un adepte d'une comptabilité bien traitée, bien réglée. Mais attention, la Cour des comptes, c'est un aliment de chiffres. Ce n'est pas une opération sur le terrain. Expliquer à nos militaires sur le terrain qui font parfois le sacrifice de leur vie que la Cour des comptes a dit ceci ou cela, ça me paraît pas bien. Donc oui, voilà, c'était une remarque, je préfère la formuler. On a ensuite une question de notre collègue Royer-Perrault. J'essaie de répondre dans la masse, hein, excusez-moi. On a parlé de la fidélisation, j'en ai parlé, hein, mon cher collègue, 6 000 personnes. Mais comment est-ce qu'on peut éviter que nos militaires quittent? Donc il y a évidemment pour la fidélisation les conditions de vie, notamment pour les hommes du rang. Laurent Jacobelli a d'ailleurs rappelé qu'aujourd'hui, vous avez des caporaux-chefs qui ne veulent pas passer sergent
Pourquoi ? Parce que quelque part, le différentiel financier est tellement léger qu'à côté du différentiel financier, ils vont se retrouver avec des responsabilités et des contraintes professionnelles dont ils considèrent que ça ne vaut pas le coup. Sauf que nos armées sont le plus beau des escaliers sociaux. 50% de nos hommes du rang deviennent sous-officiers. 50% de nos sous-officiers deviennent officiers. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait dans la société civile un univers dans lequel on permet aux gens qui bossent, parce qu'il faut travailler, hein, il ne faut pas évidemment attendre que le Saint-Esprit vous touche pour avoir de l'avancement, il faut travailler. Mais que les gens qui travaillent puissent s'élever et prendre des responsabilités. Donc oui, il y a cela. Il y a évidemment, à un moment donné, tout ce qui relève des mouvements, des mutations. On a parfois entendu des militaires qui nous disaient OK, nous, on sait qu'on doit déménager, mais à un moment donné, le coût des déménagements ont explosé, mais la prime de déménagement elle-même, elle ne suit pas. Voilà. Il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'à un moment donné, on se retrouve sur l'importance de la grille indiciaire, parce que qui dit grille indiciaire dit à l'arrivée montant de la pension. Un autre élément en question, c'est Jean-Marie Fievé. Sur la BITD. Bon, là aussi, l'impact de la LPM sur la BITD, il est gigantesque. Et l'effet levier de l'injection de crédit sur notre base industrielle technologique de défense, il est incroyable. Je vais vous donner juste un exemple. 1 milliard d'euros investis, ça a un effet levier sur 10 ans de 2 milliards. 2 milliards. Et donc aujourd'hui, on a 4000 entreprises en France sur la BITD, on a 200 000 emplois, et depuis 2017, en fait, l'injection de crédit dans la LPM a créé 30 000 emplois. 30 000 emplois. Il ne faut pas le dire à la Cour des comptes. Oui, c'est vrai. 30 000 emplois. Donc voilà, on voit de manière très très claire l'importance du fait qu'on a évidemment une mission, c'est de donner à nos forces armées la capacité d'assurer la défense de ce que nous sommes, de nos valeurs. Car si vous ne défendez pas vos valeurs, y compris par les armes, regardez ce qui se passe en Ukraine, à un moment donné, vous disparaissez. Et tout le reste disparaît. La capacité à faire connaître son mécontentement, la capacité à s'exprimer, tout ça disparaît. Donc en réalité, les crédits qui sont affectés à la défense, ils sont supra de tout le reste. Tout le reste. Donc c'est important de le rappeler. Et puis, peut-être un dernier élément. On a évoqué l'espace et le renseignement. Je pense que vraiment, en matière de renseignement, on a fait un saut en avant qui est énorme. D'abord, la LPM, c'était 1500 personnels supplémentaires recrutés entre la DRM, la DRSD, la DGSE. Donc vraiment, augmentation des effectifs. Mais là aussi, on a ouvert 1500 postes, mais on n'arrive pas à remplir les 1500 postes. Et les 1500 postes, quand vous les avez ouverts, il faut éviter que les autres s'en aillent. Pour éviter que les autres s'en aillent, il faut les fidéliser. Et quand vous voulez fidéliser quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, qui est un analyste performant, qui a 10 ans d'ancienneté en matière de renseignement, et qui va être chassé par le monde civil, si vous voulez le fidéliser, vous ne pouvez pas le fidéliser avec son salaire, avec sa solde. Ce n'est pas possible. Parce qu'en général, ils sont aspirés par le privé et ils sont aspirés avec des salaires doublés, voire triplés. Donc il faut trouver autre chose. Donc l'idée même d'imaginer qu'on puisse avoir une réserve un peu spéciale dans le domaine du renseignement, pour conserver des gens, il faut souvent 3 ans pour former un analyste. De les garder ensuite, c'est tout à fait intéressant. Sur le satellitaire, il y a des secteurs sur lesquels on a tellement choisi d'investir et de manière performante. Je pense notamment au renseignement d'origine électromagnétique, qu'on est sans doute dans le top 3 mondial. On fait des efforts énormes en matière satellitaire, on fait des efforts sur la captation d'images, donc on fait dans l'écoute, on fait des efforts donc avec Syracuse, avec CERES, et donc tous ces éléments avec CSO, tous ces éléments concourent à augmenter notre capacité à écouter, à connaître, à anticiper. Et c'est évidemment un élément important. D'ailleurs, la future LPM, c'est plus 60% de crédit dans le domaine du renseignement. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci.
Merci. Alors, on va essayer de répondre. Il y a eu beaucoup de questions, donc on va essayer de rassembler. J'espère qu'on pourra faire le tour. Si jamais, je pense qu'on pourra faire une dernière question et un dernier tour. Vous nous direz qu'on a oublié des éléments. On a eu une question sur le ComCyber, je crois. Madame Le Hénaf, c'était vous. Alors là, on a quelques recommandations. Effectivement, on a, permettez-moi l'expression, 1000 paquets sur cette défense-là. Malheureusement, il y a encore un problème, et c'est toujours le même problème, le problème du recrutement et de la fidélisation. L'objectif en termes de recrutement n'a été atteint, nous a dit le ComCyber, à hauteur de 82%. Donc c'est compliqué pour des raisons salariales, où effectivement les salaires proposés ne sont pas attractifs, pour des raisons de formation et de valorisation des métiers. C'est ce qu'on voit dans ce secteur-là, comme on le voit dans beaucoup, le fait que nos armées, de plus en plus techniques, de plus en plus pointues, de plus en plus professionnelles, rentrent en concurrence directe avec le privé, et parfois même d'ailleurs avec la BITD. Et donc, on a un problème, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes, on les engage, on les forme pendant 3 ans, ils sont formés, ils sont aguerris, on va dire, à la défense cyber, et bien évidemment, le privé arrive, leur amène des salaires avec lesquels nous ne pouvons pas lutter, donc nous les avons formés et nous les laissons partir dans la nature. Les solutions sur ce problème-là, parce que c'est essentiellement une question humaine en la matière, sont celles qu'on a évoquées. La question évidemment du salaire, la question de la formation, la question de l'accompagnement de carrière, de la visibilité de carrière, autant de points qui sont, selon nous, à améliorer. Aujourd'hui amélioré parce que nous ne sommes pas seulement là pour investir dans des jeunes recrues qui deviendront des professionnels dans le privé, mais aussi parce que une fois que quelqu'un a travaillé pour la défense cyber, il connaît un certain nombre de choses, et le traitement de cette personne, une fois qu'elle est dans la nature, elle aussi requiert des moyens et de l'attention. Je ne serai pas plus précis, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc là, c'est un vrai point de vigilance. Alors les choses se mettent en place, les responsables en sont tout à fait conscients, mais c'est un point sur lequel on doit travailler, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, il faut être clair. D'une manière générale, pour continuer sur les ressources humaines, c'est le décalage qui est mal vécu. Le décalage entre des infrastructures hyper techniques et hyper modernes pour les moyens capacitaires et le décalage avec des investissements locatifs ou dans l'hébergement qui ne sont pas adaptés. En fait, il y a aussi une question sur le SID qu'il faut qu'on pose, et que le SID, je crois, se pose lui-même. Il y a une compétence dans l'architecture, l'organisation, la préparation de bâtiments et d'infrastructures militaires. Cette compétence, il faut évidemment la maintenir. Mais est-ce que le SID est simplement, j'allais dire, l'architecte, le concepteur, et qu'on donne la réalisation à des entreprises privées, ou est-ce qu'on maintient la filière de A à Z en interne ? Bon, à titre personnel, je suis plutôt pour la deuxième proposition. J'ai pu visiter à Brest des locaux qui étaient des locaux de bureaux. Alors on peut se dire, bon bah... Oui, c'est un local de bureau, finalement, Vinci, Bouygues ou je ne sais qui peuvent le faire très bien. Sauf que, évidemment, ce ne sont pas des bureaux comme les autres. Ce sont des bureaux qui doivent être imperméables aux tentatives d'espionnage, qui doivent correspondre à des normes de sécurité et de vigilance qui ne sont pas celles de bâtiments publics classiques. Donc, il faut revoir, je crois, très précisément le rôle du SID, y retravailler, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à la fois sur ce type de bâtiments très techniques, sur des infrastructures qui arrivent trop en retard par rapport au matériel qui est livré et sur l'hébergement du quotidien, eh bien, il y a des points de vigilance à avoir. Donc, je pense que là aussi, il y a un travail de fond à faire. Sur les programmes internationaux, bon, je ne vous cache pas qu'on est globalement d'accord avec mon co-rapporteur sur beaucoup de choses. Sur celui-là, on partage un certain nombre, je ne veux pas parler en son nom, mais on partage un certain nombre de points, mais voilà. Moi, mon analyse, et là, pour le coup, elle m'est personnelle, mais je l'évoque avec vous, c'est qu'on s'est engouffré dans un certain nombre de programmes internationaux, pas par nécessité, mais par envie diplomatique et envie d'affichage. Voilà. On va sauver le couple franco-allemand.
En général, dans un couple, il faut être deux à vouloir être un couple. J'ai l'impression qu'on est seul, mais bref. Et on va travailler sur le SCAF. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs. On n'a pas forcément les mêmes moyens à mettre en place et qu'on n'a pas forcément les mêmes intérêts industriels. Nous, par exemple, sur le SCAF, on a besoin d'un avion qui puisse décoller depuis un porte-avions. Vous imaginez bien que ça ne dit pas grand-chose à l'Allemagne. L'Allemagne, elle est plus intéressée par pouvoir transporter des ogives américaines. Bon, évidemment, ça veut dire qu'on n'est pas forcément exactement sur le même objectif. C'est aussi une forme, je le dis, de naïveté de la part de la France. Je crois que nous sommes sincères dans notre volonté de coopération. Je ne partagerai pas complètement cette analyse sur l'Allemagne, qui, elle, a plutôt des ambitions industrielles allemandes. On ne peut pas lui en vouloir, d'ailleurs. Donc, ce que nous proposons, et là, pour le coup, nous nous rejoignons, c'est qu'il y ait des étapes prédéfinies, des points d'étape réguliers. À chaque étape, ça va de la définition des objectifs à la conception, puis à la réalisation, où on puisse mettre en place le plan B. C'est-à-dire que si vraiment ça ne marche pas avec l'Allemagne, on ne va pas perdre 10 ans, parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas ces 10 ans. On ne va pas perdre de l'argent pour rien. Eh bien, il faudra redonner le bébé à Dassault, par exemple, en tout cas à des entreprises françaises. Et ça pose la question de la souveraineté. Je répondrai à Franck Giletti sur ce point. Il faut que nos industries de défense françaises aient de la visibilité. Elle ne peut pas fonctionner par à-coups. Quand une chaîne de construction est démontée, elle est démontée. Et il faut des années pour la reconstruire. Quand un salarié n'est pas engagé sur une technicité précise, on perd un savoir-faire et ça met du temps à retrouver. Et donc, il faut non seulement privilégier la BITD française, en premier lieu, à défaut européenne, mais surtout lui donner un carnet de commandes prévisible, ce qui a probablement manqué dans les années précédentes, où on a un peu fonctionné par à-coups. On a la chance d'avoir une première LPM qui a été fluide, relativement fluide. Une deuxième qui s'annonce, ce qui donne une préparation puis une visibilité sur pratiquement 10 ans. Et donc, c'est une chance historique pour notre BITD, pour la renforcer, pour aller sur des domaines où l'on n'était pas, et pour se sécuriser par rapport à des coopérations qui pourraient parfois, pas toujours, parfois, être un peu aléatoires ou contre-productives. Il y avait beaucoup de questions, donc je ne voudrais pas trop en oublier. Est-ce que vous pouvez... Alors, on y va. Je vais retrouver ma fiche sur le MCO. Voilà. Alors, le MCO. Bon, d'abord, sur le MCO, il faut reconnaître que l'effort financier qui était prévu a été respecté. C'était 23 milliards, on les a eus, et c'est là aussi une première. Et l'aéronautique, qui était probablement le domaine le plus demandeur, a été, je dirais, bien servi. Il faudrait effectivement, sur le MCO aéronautique, notamment une réforme de la gouvernance avec la mise en place de la direction de la maintenance aéronautique, une modification de la stratégie. Et puis, de manière générale, sur l'entraînement de nos équipes, on s'est aperçu quand même d'un certain nombre de décalages. Par exemple, on nous parle beaucoup de la simulation. Bon, moi, je suis perplexe. Je pense que rien ne vaut l'entraînement réel. Mais surtout, les logiciels de simulation sont parfois en décalage avec le... Non, mais dans certaines mesures, évidemment. On ne va pas abattre des cibles. Je vous vois venir. Mais... les logiciels de simulation étaient en décalage complet avec le matériel reçu. Bon, c'est-à-dire que c'est plus une simulation, mais c'est parfois un simulacre. Donc, il faut là-dessus, en termes de munitions, en termes de moyens, redonner aussi les moyens. Et en termes de simulation, être un peu plus affûté. Effectivement, le fait d'être en OPEX n'autorise pas aussi un certain nombre de nos personnels à s'entraîner. C'est, je crois, là aussi un des... domaine de vigilance qu'on doit pouvoir avoir sur la précédente LPM. Je pense que l'entraînement, le MCO en général, la disponibilité des matériels, qu'ils soient pour l'opération ou pour l'entraînement, doit être améliorée. J'ai eu une question aussi, je crois, sur la rénovation du matériel. Là encore, on peut prendre l'exemple des Mirages qui sont
rénovés à mi-vie, comme on dit. Hein. Il y en a 55 de disponibles. Alors, à mi-vie, c'est pas vrai, puisque c'est à 2/3 de vie, en fait. Ils sont censés terminer leur service en 2035. Je crois que personne n'y croit. Voilà. Personne n'y croit parce que le tout Rafale ne sera pas prêt et que donc ces avions qui sont en cours de réfection, qui sont livrés petit à petit rénovés, ces Mirages, devront durer très probablement un peu plus longtemps. Et donc il y aura une période où il y aura une cohabitation des Mirages et des Rafales. Et très honnêtement, je crois qu'il faut s'y préparer, c'est-à-dire le tout Rafale qui a été annoncé par le président de la République est un objectif, mais à très moyen, voire long terme. Et que ce serait une folie d'arrêter de rénover nos aéronefs actuels en attendant la livraison des Rafales. Et qu'il faut, pour prendre un terme à la mode, un tuilage entre les deux, et que donc on aura bien besoin de ce matériel rénové. Il ne faut pas céder, je crois, à une volonté de la communication sur la modernisation et ne pas jeter l'ancien matériel tant que nos personnels ne sont pas entraînés, que les livraisons n'ont pas eu lieu, que les simulateurs n'ont pas été adaptés, que les munitions qui peuvent être conjointes au nouveau matériel n'ont pas été livrées. Là aussi, ça peut arriver. Je pense qu'il ne faut pas chasser la proie pour l'ombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est bon, j'ai fini. Pardon, j'ai fini. Alors, il nous reste encore 3 minutes pour égaliser les temps de parole et je passe la parole à Yannick Schoenberg. Merci. Il y a une première question sur les coopérations européennes. C'est un point, évidemment, sur lequel on n'est pas tout à fait en phase. Moi, je suis évidemment un croyant de la coopération à l'échelle d'un ensemble qui, s'il se mettait d'accord, serait une puissance colossale. L'Union européenne, en termes de crédit affecté à la défense, c'est autant que les États-Unis. On n'en a pas conscience. On n'a absolument pas conscience que l'industrie de défense européenne, c'est une industrie d'une puissance incroyable. Les chantiers qui construisent des bateaux, enfin j'en passe. Mais on a évidemment toujours nos modes de fonctionnement, qui sont des modes de fonctionnement où on dit on veut, et à juste titre, conserver dans certains secteurs, je pense... je ne sais pas moi, la cellule d'un avion ou à telle capacité, et c'est juste. Et c'est juste. Sauf que quand on est vraiment sur des programmes de coopération, on arrive aussi à avoir des effets de masse qui font chuter les coûts. On a pris un peu de retard, c'est vrai. Il y a eu un temps de blocage sur MGCS et SCAF, mais c'est terminé. C'est-à-dire que les déclarations du président de la République et du chancelier allemand à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée étaient très claires. Donc de ce côté-là, on avance. Il y a ensuite une question qui a été posée sur l'interopérabilité. C'est toi qui a posé cette question. Oui, ça marche, et ça marche bien, et ça a marché tout de suite. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on s'y met tous ensemble, on est redoutable. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du début du conflit ? Vous aviez 5 porte-avions à la mer au début du conflit ukrainien. Je ne parle même pas des 3 sous-marins nucléaires d'engins français, lanceurs d'engins français, qui, pour la première fois depuis, étaient à la mer en même temps. C'est un signal très fort, quand même. Il y avait 5 porte-avions. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait 5 groupes aéronavals constitués tous de bâtiments appartenant tous aux mêmes nations. Pour, par exemple, le groupe aéronaval français, autour du Charles de Gaulle, eh ben, il y avait des frégates, il y avait un certain nombre de bâtiments qui n'étaient pas des bâtiments français. Ça, j'allais dire, c'est interopérabilité opérationnelle. Mais ça demande de l'entraînement, forcément. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, évidemment, quelqu'un a posé la question en disant il y a moins, on s'entraîne moins. Oui, c'est vrai, on s'entraîne moins parce qu'il y a plus de missions. Mais pour le coup, vous ne pensez pas que quand on est en mission, on s'entraîne bien aussi? Parce qu'on est vraiment dans le dur. Donc voilà, on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On a une loi de programmation militaire qui est en cours d'exécution. Quelqu'un évoquait tout à l'heure la cible 2025 en disant la cible, elle n'est pas forcément atteinte. Ben, attendons d'avoir terminé, vous connaissez le principe. C'est toujours à la fin du bal qu'il faut payer les musiciens et pas avant. Donc, j'en connaissais une autre, ouais. Et donc, attendons 25
On va tuiler avec la future LPM. Les moyens qui ont été engagés sont des moyens incroyables. N'oubliez pas qu'en 2017, quand on construit la LPM, il n'y a pas de conflit en Europe. On est sur des opérations et des projections dans le Sahel. On n'a pas les guerres d'influence que nous connaissons aujourd'hui. On ne mesure pas complètement l'importance du fait satellitaire parce qu'on a aussi des soutiens de puissances qui ne sont pas la France. Aujourd'hui, le saut, ce que nous avons réalisé est énorme. Et tout ça prépare le socle de la future LPM. N'oubliez pas que quand vous êtes une puissance mondiale, et quand je dis puissance mondiale, je le dis vraiment à dessein. Moi, j'ai repris les propos de la ministre des Affaires étrangères australienne, il n'y a pas très longtemps, qui était au Quai d'Orsay. Et ça nous paraît tellement loin, le Pacifique. Qu'est-ce qu'elle a dit Écoutez bien, enfin, vraiment, moi, ça m'a frappé. La France est une puissance mondiale, premièrement. Membre du P5, deuxièmement. Une puissance nucléaire. Membre du G7, essentielle à l'Union européenne, et une puissance de l'Indo-Pacifique. Voilà nos responsabilités. L'Indo-Pacifique, c'est sans doute pour les années qui viennent, avec la montée d'un certain nombre d'empires qui sont en train de se reconstituer, pas forcément dans l'Indo-Pacifique, mais plus près de chez nous aussi. Ce sont les enjeux de demain. N'oubliez pas que la France, c'est 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est une puissance maritime majeure. Vraiment une dernière intervention très courte. Non, mais très vite, parce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Madame Pic, oui, il y a une question sur l'inflation. Et oui, une de nos propositions, c'est, comme nous l'avons dit, de prendre cet élément en compte pour éviter les conséquences. La cannibalisation, Monsieur Bocaletti, oui, c'est vrai. C'est vrai, notamment sur les chars, c'est très important. Et là aussi, ça met en question la politique de BITD et à qui j'ai pas répondu, Madame Bazin-Malgras. Ouais, il n'y a pas eu de plainte, pour être très honnête. Il n'y a pas eu de plainte sur l'envoi de matériel. Il y a eu des constats sur les retards que ça pouvait engendrer, sur les difficultés que ça pouvait engendrer et l'impact sur nos matériels qui pouvaient être manquants. Mais il n'y a pas eu de plainte. C'est sûrement dû au caractère des militaires qui ne sont pas du genre à se plaindre. Mais ça avait été évoqué. À qui d'autre est-ce qu'on n'a pas répondu rapidement? On ne voudrait pas faire de frustrés. Voilà. Tu voulais... très honnêtement, là, sur l'État... Ah oui, nation, le lien armée-nation. Pour être très honnête, dans cette LPM, même si le recours aux réservistes s'est un peu accéléré, qu'on prévoit un doublement, très honnêtement, ça n'a pas été un élément structurant de cette LPM. On peut être très clair. Il y a beaucoup de travail à faire sur les réservistes qui sont peu démarchés, dans des conditions peu attractives parfois, qui sont parfois laissés de côté. Donc tout le monde en est conscient, il y a un effort à faire, et probablement sur l'implication des jeunes, et c'est la question qui t'est chère, je crois, du SNU. Je sais qu'on y travaille, c'est parallèle à la LPM, mais il y a un vrai boulot à faire. On parlait de fidélisation. C'est vrai que quand on considère l'armée comme un job comme un autre, c'est pas très bon, parce que ce qui fait qu'un militaire est attaché à l'armée, c'est l'esprit patriotique, c'est le sentiment d'appartenir à cette élite défensive qu'est l'armée. C'est pas simplement la feuille de paye, même si c'est important. Merci beaucoup aux deux rapporteurs. Bien entendu, on ne peut pas traiter dans le détail l'intégralité des sujets sur le soutien militaire à l'Ukraine. Il y aura par exemple sans doute une mission d'information qui abordera spécifiquement ce sujet dans les mois qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de votre travail qui nous prépare utilement et collectivement aux échéances à venir, parce que je pense que même si on ne partage pas tout à fait les mêmes options, on a la responsabilité de se rassembler pour notre défense nationale, pour la loi de programmation militaire qui arrive. Mes chers collègues, je vais vous demander maintenant si vous autorisez la publication de ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Et donc, on vous remercie, messieurs. J'appelle maintenant les deux co-rapporteurs, Jean-Louis Thiriot et Natalia Pouzirev, pour la mission suivante, puisque je vous propose d'enchaîner directement